Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce 19h30, un exemplaire du livre La face cachée de Patrice Talon remis au ministre des Affaires étrangères et de la coopération pour être transmis au chef de l'État en personne. Magloire Dato, journaliste écrivain, était ce jour au cabinet du ministre Agbenossi à qui il a fait un petit résumé de son œuvre. Remise de l'eau aux gagnants de la tombola des factures normalisées des mois de septembre et d'octobre. L'initiative de la Direction générale des impôts récompense ceux et celles qui se conforment aux nouvelles dispositions liées à toute opération d'achat. Et puis atelier de formation des formateurs en dialogue social et négociation collective à Cotonou. Plusieurs responsables d'entreprises privées comme publiques en sont repartis avec des compétences nécessaires pour promouvoir le dialogue social au sein de leurs entreprises respectives. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Magloire Dato, auteur du livre La face cachée de Patrice Talon au cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Le journaliste écrivain est allé remettre un exemplaire au ministre pour le chef de l'État. La rencontre a été une opportunité pour l'écrivain de faire un petit résumé de son chef-d'œuvre à l'autorité. Suivant un extrait des propos de Magloire Dato, auteur du livre La face cachée de Patrice Talon, après son échange avec le ministre Agbenossi. Je suis venu lui présenter l'ouvrage et comme il a souhaité, je lui ai dédicacé un exemplaire. Et en plus de cela, nous avons en vue de faire le lancement en Europe, précisément à Paris et à Parakou. Nous irons également à Parakou pour faire la présentation de l'ouvrage afin que nos compatriotes qui sont à l'extérieur puissent connaître et ceux qui sont dans le septentrion puissent connaître l'ouvrage et ce de quoi nous parlons dans l'ouvrage. En résumé, je dirais que nous avons parlé de la face cachée de Patrice Talon, des traits intrinsèques, des traits que le commun des mortels ne connaît pas. C'est de tout cela que nous avons parlé et dans cet ouvrage qui est aujourd'hui une référence si je peux me permettre de parler ainsi, sur le personnage qu'est Patrice Talon. J'invite les Béninois à se procurer de cet ouvrage pour mieux connaître celui qu'est Patrice Talon. C'est un Béninois atypique, comme j'ai l'habitude de le dire, qu'il faut découvrir, qu'il faut connaître, vu tout ce qu'il fait, qu'il a engagé pour notre pays. Suite de la tournée de chef de l'État Patrice Talon dans les communes du Bénin, le chef de l'État était donc ce jour face aux populations d'Ifani, à Vrankou et à Djara en attendant d'en avoir le point dans nos différentes éditions. On rappelle qu'il était à Pobet pour l'exercice de reddition de comptes, entre autres défis majeurs à relever, la promotion de l'enseignement technique et professionnel dans le secteur de l'éducation qui forme plus au chômage qu'à l'emploi. Il en a profité pour dévoiler la nouvelle ligne droite qui sera bientôt mise en œuvre dans les centres de formation essaimés dans l'ensemble du territoire national. Serrer les ceintures. Monsieur le Président de la République, nous n'avions pas tous compris que c'est pour construire un Bénin de fierté nationale. En effet, avec le programme d'action du gouvernement, la commune de Pobet a bénéficié de l'implantation du pôle 6 de l'Agence territoriale pour le développement agricole ATDA, la construction d'un stade omnisport, l'installation du gazon synthétique sur notre terrain de football, la construction d'une centrale solaire photovoltaïque, la dotation en cantine scolaire au profit de 57 écoles primaires publiques, le recrutement en cours d'agents qualifiés au profit de la zone sanitaire Pobet Adjawere Ketou. Les populations de votre commune me chargent de vous dire quels ont les regards encore tournés vers vous pour d'autres doléances. Il s'agit de la relance
et de l'achèvement des travaux de l'hôpital de zone Pobé à Diawere-Ketou, abandonné depuis 2011. L'essentiel était que le Bénin puisse enfin se prendre en charge, prendre son destin en main. On donne la preuve qu'enfin, nous avons commencé par régler nos problèmes les uns après les autres. Qu'enfin, plus rien ne sera une fatalité pour nous. Parce qu'en 5 ans, nous pouvons donner la preuve que nous sommes capables de relever ces défis. Nos enfants qui sortent du système éducatif, que ce soit à niveau universitaire, niveau secondaire, ou même jusqu'à niveau, si même un enfant sort au niveau CEP et veut aller dans la vie active. Sur 100 enfants, 100 personnes qui sortent du système éducatif pour entrer dans la vie active, plus de 70 sont formés à la culture générale. Moins de 30% sont formés au métier. Et quand je dis métier, je mets dedans tout ce qu'ils sont formés en médecine, infirmiers, sages-femmes, comptables, secrétaires de direction. Ça, c'est dans les métiers. Mais quand on parle de métiers moins intellectuels, plus pratiques, comme ceux qui sont formés au métier électronique, électricité, de mécanique, plomberie, des choses dont on a besoin au quotidien. Il n'y a pas 1%. Le Bénin ne forme pas 1% au métier pratique. La création d'emplois requiert qu'il y ait de la main-d'œuvre qualifiée. Si nos enfants sont formés au métier, nous aurons des milliers de créations d'emplois techniques pour les utiliser. Je viens du secteur privé, des entreprises. On sait que c'est la première condition pour aller ouvrir une entreprise quelque part, main-d'œuvre qualifiée. Nous devons changer le modèle éducatif. Le gouvernement s'y est mis déjà, depuis bientôt 2 ans. Nous avons lancé des études pour identifier les filières nécessaires, utiles, dans lesquelles il peut y avoir rapidement de l'emploi ou de l'auto-emploi. Les financements nécessaires sont déjà mobilisés. D'ici quelques mois, nous allons démarrer la réhabilitation de nos écoles techniques qui sont un peu partout, mais qui ne sont pas fonctionnelles. Les réhabiliter, les équiper et les rendre opérationnelles. Et en construire des dizaines dans le pays entier. Nous allons donner la priorité à la construction d'écoles de métiers. Plus que les écoles de formation générale. Nous allons orienter nos enseignants vers les métiers. Et si vous avez suivi, il y a quelques jours, nous avons envoyé une série de professeurs en France pour aller se faire former, pour revenir comme professeur de mécanique, électronique, froid et consorts. S'il n'y avait pas Covid, cette année, c'est peut-être 200 ou 300 qu'on aurait envoyés en formation. Et comme nous savons que les solutions arrivent pour le Covid, d'ici l'année prochaine, Inch'Allah, nous allons pouvoir envoyer peut-être ceux de cette année. Le reste et ceux de l'année prochaine, peut-être 500 vont partir en formation. Et l'année d'après, pareil, parce que c'est plusieurs centaines qu'il nous faut. Quand les écoles seraient finies d'être construites, équipées, il faut que ces enseignants soient déjà revenus pour pouvoir prendre les enfants dans ces écoles-là. C'est une dynamique qui nécessite beaucoup de moyens, qui n'est pas visible, mais qui nous permettra, à terme, de restructurer notre pays, l'éducation des enfants, leur formation et régler le problème de chômage au Bénin. C'est à l'actif de ce que nous avons fait ensemble pendant les 5 ans. J'ai le devoir de vous rendre compte de cela et vous dire que ce qu'il faut faire pour le pays, ce n'est pas seulement ce qui est visible aujourd'hui. Si on travaille comme ça, on ne va jamais développer le pays. Il faut aussi faire ce qui est nécessaire pour demain, après-demain, même si les populations ne voient pas. Même si on ne vous félicite pas pour ça, au moins à la fin, vous savez à votre conscience que vous avez fait du bon travail.
À Diawéré, toujours dans le département du Plateau, le chef de l'État est également reçu dans une certaine ferveur. Les populations de la commune, par la voix de leur maire, ont étalé la panoplie d'actions menées dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Et à Patrice Talon de préciser la nouvelle forme de microcrédit démarrée pour effectivement impacter les femmes porteuses de projets. À votre arrivée à la tête de notre pays en avril 2016, les populations d'Adiawéré ont nourri l'espoir de voir régler certaines de leurs préoccupations majeures de développement. Grâce à votre engagement, à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG, les attentes légitimes des populations sont en cours de satisfaction avec l'exécution de plusieurs projets tels que le démarrage du projet de construction du système d'approvisionnement en eau potable multivillageois à Huirigaba, le bitumage en cours de la route Porte-Novo à Cro-Missirité-Paubert-Obélé, le bitumage de la route Paubert à Diawéré-Wenhi, l'entretien courant des pistes rurales de la commune, l'amélioration de l'accès à l'école avec la mise en œuvre des cantines scolaires, la fourniture d'intrants subventionnés aux producteurs de riz et de maïs, la construction de magasins de stockage de produits vivriers dans les localités d'Iquilé et de Massé, le lancement du crédit à l'AFIA aux plus pauvres dans la commune. La commune d'Adiawéré reste un vaste grenier de production de maïs, du manioc et du riz. La production du coton a repris suite aux réformes que votre haute autorité avait su conduire courageusement depuis 2016 et qui, indiscutablement, donnent déjà ses fruits. Nous renonçons le microcrédit dans un nouveau modèle qui permettra que le microcrédit soit durable. Nous avons restructuré cela. L'État a mis à nouveau beaucoup de moyens. Ça passe maintenant par le téléphone, c'est un mobile money, auprès des SFD qui vont vous aider à faire les formalités. Il n'y a plus besoin d'intermédiaires. Demain, samedi 5 décembre, journée mondiale des sols à l'échelle internationale. C'est une recommandation de l'Union internationale des sciences du sol, approuvée en 2003 par la FAO et adoptée par les Nations Unies le 5 décembre 2014. Au Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon en fait une priorité et exhorte tout le peuple à maintenir les sols vivants en protégeant la biodiversité des sols. C'est dans ce cadre qu'un message est délivré aux populations par la secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Voici un extrait du discours lu par Françoise Komlan-Assowa. Le sol est une ressource fondamentale non renouvelable et un élément essentiel de l'environnement naturel qui offre à l'homme son espace vital ainsi que les services liés aux écosystèmes essentiels comme la régulation et l'approvisionnement de l'eau, la régulation du climat, la conservation de la biodiversité, la fixation du carbone et les services culturels. La préservation du sol est donc essentielle pour la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, nos sols sont en danger à cause de l'urbanisation croissante, de la déforestation, de la surexploitation des terres, de la pollution, du surpâturage, du changement climatique, etc. Le niveau actuel de dégradation des sols menace notre capacité de répondre aux besoins des générations futures. La promotion de la gestion durable des sols est alors essentielle pour un système alimentaire productif. C'est conscient de cet enjeu que la communauté internationale célèbre le 5 décembre de chaque année la Journée mondiale des sols afin d'attirer l'attention sur les méfaits des pratiques de gestion non durable des ressources en sol. Le thème retenu pour cette 7e édition est « Maintenons les sols vivants, protégeons la biodiversité des sols ». En effet, l'agriculture béninoise ayant été pendant longtemps
extensive et itinérante sur brûlis n'échappe pas aux impacts négatifs de ces pratiques sur la biodiversité du sol et ses conséquences sur la santé du sol et la baisse de la productivité. C'est d'ailleurs pourquoi le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, dès son avènement, à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et celui du cadre de vie et du développement durable, est resté très sensible à la problématique de la dégradation des terres. Je voudrais profiter de cette journée pour remercier la coopération allemande qui, à travers la GIZ, met en œuvre dans les 4 départements suivants, à Libory, Borgou, Zou, Colline, et plus précisément dans 18 communes, le projet protection et réhabilitation des sols pour améliorer la sécurité alimentaire au Bénin, ProSol. Je m'en voudrais de ne pas remercier les différents chargés de ce projet et leurs équipes respectives qui, en 5 ans seulement, ont pu réhabiliter 120 hectares de terres agricoles dégradées, former 98 556 agriculteurs dont les terres sont dégradées ou menacées de dégradation, former 729 agents privés et publics de vulgarisation en gestion durable des terres qui s'investissent et déjà s'investiront davantage dans le conseil agricole. Faire augmenter le rendement des principales cultures, coton, maïs, igname et manioc, de plus de 60% en moyenne dans la zone d'intervention, selon une étude réalisée par le projet en 2019. Chers compatriotes, vous voyez avec moi qu'il est possible d'inverser l'ampleur de la dégradation des sols et garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle à toutes et à tous dans notre pays. Chers compatriotes, à l'occasion de cette 7e journée mondiale des sols, le gouvernement, à travers les ministères en charge de l'agriculture et du développement durable, réaffirme encore une fois que protéger et réhabiliter les terres agricoles dégradées à travers la sauvegarde de la biodiversité est une priorité nationale. Le sol vit, le sol contient du vivant, le sol nous donne la vie. Chers compatriotes, maintenons les sols vivants, protégeons la biodiversité des sols. Je vous remercie. Remise de matériel informatique à la mairie de Cotonou. Le geste s'inscrit dans le cadre de la mise en place et de la pérennisation d'une plateforme digitale de démocratie et de reddition des comptes dans les communes d'Abomey-Calavi, Akro-Missirité et de Cotonou. L'initiative de la Fondation Le Municipal vise à promouvoir la démocratie locale et la participation citoyenne à travers le numérique. C'est un reportage de Ingrid Dedé présenté par Ali Moumouni. Après Akro-Missirité, c'est le tour de la mairie de Cotonou de recevoir son matériel de travail pour l'animation de la démocratie locale numérique. La remise de ces matériels composés de tablettes et d'ordinateurs consacre officiellement le lancement des activités du point focal du projet de mise en place et de pérennisation d'une plateforme digitale de démocratie et de reddition de comptes dans la commune de Cotonou. Nous allons, à travers les 2 outils, c'est-à-dire un site internet et une application en bonne et due forme qui sera téléchargeable sur Google Play et App Store, permettre aux citoyens d'avoir tous les éléments que la loi leur permet d'avoir au niveau de l'administration municipale, mais aussi de participer. Il y a des séquences de vote, il y a des séquences de consultation populaire sur des projets, sur des activités. Donc, il y a sur cette plateforme tous les éléments pour véritablement animer une démocratie locale avec le numérique. Il y a les services que la mairie offre aux citoyens. Ces services-là, on peut commencer par en jouir depuis la maison. Et notre souhait, pour finir, c'est de voir dans quelle mesure, en même temps que le numérique progresse, que l'administration municipale puisse alléger les pièces. La présente cérémonie fait suite à l'installation des points focaux pour permettre au projet d'entrer dans sa phase opérationnelle. 3 communes pilotes sont retenues à cet effet. Il s'agit d'Abomey-Calavi, d'Akro-Missirité et de Cotonou. Nous savons très bien ce que vous faites aux côtés des communes et c'est important d'insister pour vous dire merci. L'autre chose,
les thématiques et les objectifs visés par ce projet intéressent fortement l'exécutif de la commune de Cotonou. Et dans l'approche de l'exécutif qui est installé à Cotonou, nous ne voulons pas attendre les derniers jours, c'est-à-dire à la fin de notre mandat de 6 ans, pour aller dire qu'est-ce qui a été fait. Et donc il y a toute une politique qui a été mise en branle par l'exécutif actuel pour que, de façon quotidienne, nous puissions maintenir un minimum de communication avec nos mandats. Je crois que c'est quelque chose que vous avez certainement constaté en étant même en dehors de la commune. Et donc nous accueillons fortement ce projet qui rentre et qui s'inscrit dans notre façon de voir le management au niveau de la commune de Cotonou. Le projet de mise en place et de pérennisation de la plateforme digitale de démocratie et de reddition des comptes dans les communes est une initiative de la Fondation Le Municipal. Lancé en 2019 par le ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, le projet est financé par l'Union européenne à travers le programme REPASOC. La Direction générale des impôts a procédé ce vendredi à la remise de lot aux gagnants de la tombola des factures normalisées. La cérémonie prend en compte les lauréats des mois de septembre et d'octobre. C'était dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. On retrouve Ali Moumouni et Moufid Sabouan. La tombola des factures normalisées MECF de la Direction générale des impôts continue de faire des heureux. Ils sont au total 30 gagnants à recevoir des chèques pour s'être conformés à la nouvelle formule de facturation. Parmi eux, 25 emportent 100 000 francs, 3 200 000 francs et 2 gagnants de 500 000 francs. C'est une joie immense que je ne peux même pas m'expliquer. Je ne peux pas le dire. Seulement que je demande à tout le monde de demander chaque fois leur facture normalisée. Mais j'ai acheté seulement pour 100 francs et j'ai gagné pour un lot de 500 000 francs. Vraiment, je ne m'y attendais pas. je ne m'y attendais pas. Cela m'a vraiment surprise. Et je me suis dit, bon, pour une fois, je gagne. Donc moi, j'invite toute la population, les citoyens, à réclamer effectivement la facture normalisée. Ces gagnants sont issus des tirages au sort effectués au cours des mois de septembre et d'octobre. La tombola des factures normalisées de la Direction générale des impôts, loin d'être un jeu, est une sensibilisation de la DGI pour susciter dans le quotidien des populations le réflexe de réclamer leurs factures normalisées après tout achat. Ça veut dire que vous qui êtes là ce matin, vous avez compris l'intérêt de ce geste simple mais très important, non seulement pour vous-même, mais pour notre économie, et c'est ça qui justifie votre présence ici. Non seulement ça va vous procurer du bien, mais vous aurez également par ce geste rendu beaucoup de services à votre État. Et donc je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire que vous devez être le relais de la DGI auprès de tous nos concitoyens. Vous devez leur dire, maintenant que vous êtes témoins, vous avez constaté de visu ce qu'on dit. Chaque semaine, ce 100 lots qui sont distribués aux Béninois qui réclament leurs factures normalisées. Démarrée depuis juin 2020, la tombola MECF de la Direction générale des impôts se poursuit jusqu'à ce mois de décembre. Des formateurs en dialogue social et négociations collectives formés à Cotonou, la séance initiée par le Conseil national du dialogue social a connu son épilogue jeudi 3 décembre. Plusieurs responsables d'entreprises privées comme publiques y ont pris part et repartent chacun avec attestation de fin de formation. Ils détiennent ainsi les compétences nécessaires pour promouvoir le dialogue social au sein de leurs entreprises respectives. Le point de la cérémonie de clôture dans ce reportage signé Teddy Goudalo, présenté par Nassis Alossé. Ces hommes et femmes qui reçoivent ici leur attestation de fin de formation sont désormais porteurs du flambeau du dialogue social au Bénin. Ils ont en effet pris part aux séances de renforcement de capacité en dialogue social initiées par le Conseil national du dialogue social. Ces responsables d'entreprises privées comme publiques sont donc aguerris de compétences nécessaires pour mieux promouvoir le dialogue social au sein de leurs structures respectives. Notre formateur, l'expert Jules Oni, que nous remercions très sincèrement, a partagé avec nous plusieurs thématiques, notamment les conditions du dialogue social, les bases juridiques du dialogue social, la typologie des conflits et leur gestion. Nous avons eu à échanger également sur la négociation, les qualités d'un bon négociateur,
le dilemme du négociateur. Comment conduire efficacement une négociation? Les avantages et inconvénients de chaque type de négociation. La médiation, la conciliation, que sais-je encore? C'est une chance pour la résolution des conflits dans les entreprises. C'est une chance pour l'amélioration de la productivité dans les entreprises, pour l'amélioration du rendement. Donc chacun, que ce soit les travailleurs, que ce soit les employeurs, chacun a intérêt à cette formation et à la mise en œuvre de cette formation. La formation s'est déroulée en 2 phases et s'est essentiellement portée sur le thème la conciliation, médiation dans les conflits sociaux et les techniques de négociation collective. Elle vise à constituer un vivier d'experts nationaux dont la mission sera de former d'autres cadres des administrations. Les participants ont acquis les compétences nécessaires pour agir avec plus d'efficacité en tant que négociateurs capables d'identifier les principales tendances en matière de système de relations professionnelles et de processus et structures de dialogue social, de maîtriser les meilleurs processus de dialogue social, notamment le plaidoyer et le lobbying, de distinguer les différentes approches de gestion des conflits et élaborer des stratégies de médiation, conciliation ou négociation adaptées, de négocier avec efficacité afin d'obtenir de bons résultats. Les récipiendaires mesurent déjà l'ampleur de la mission qui leur est assignée. Ils ne doutent d'ailleurs pas sur leur capacité de changer la donne au sein de leurs entreprises en vue d'une meilleure collaboration avec les travailleurs. Suite à un accident de circulation ou à bien d'autres situations malheureuses, ils sont nombreux, ces individus qui se retrouvent avec une entorse, un déboîtement ou une fracture. Le traitement prend non seulement du temps, mais s'avère onéreux, avec parfois une incertitude quant à la guérison et à la pleine puissance de ses membres. Dans la commune de Zakpota, à Tenji, un savoir-faire endogène légué par les aïeux à leur descendance existe et permet d'obtenir des résultats satisfaisants. Une famille en est dépositaire et traite depuis des générations divers cas de fractures, d'entorses et autres maux du genre. Le sujet a intéressé notre direction du bureau régional 43 de Boycon. Suivez le magazine réalisé par Imet Hélène Amossou. C'est un savoir-faire endogène vieux de plusieurs siècles. Il a été transmis de génération en génération et se perpétue encore aujourd'hui. Ces connaissances et pratiques de la tradition réussissent parfois là où même celles modernes et scientifiques manquent de résultats probants. Dans le village de Tenji à Zakpota, des patients souffrant d'entorses, de déboîtements et de fractures à l'épaule, la jambe, le bras, la cuisse ou toute autre partie du corps se font soigner et obtiennent satisfaction grâce à des traitements traditionnels. J'ai eu un choc et malheureusement j'ai cassé une cuisse. C'est ma raison d'être ici. Sinon j'étais même à l'hôpital. J'ai fait quelques 3 jours là-bas. Mais j'aurais appris que ici c'est plus rapide que là-bas. C'est ce qui m'a amené ici. On place dans boy ça va pompier la somme ça un toto le coton il dormait quand à ça quand j'ai do ça au fil do quand do gamin il y a 120 000 fitel quand ta sous le confie il a fitel sur le fiboton fibo la dormir do pele e wati o et na ya no on go banka fait no boy blo son dopo. Parfois, le traitement à l'hôpital ne réussit pas et on est obligé de venir ici. Donc, il vaut mieux directement se faire traiter ici. La guérison pour ces patients est assurée par des hommes et femmes d'une même famille. La quasi-totalité de la descendance à l'inclénon possède ce don pour peu qu'ils respectent certaines règles et se rendent disponibles à apprendre auprès des géniteurs et anciens. Le début, ils sont touchés avec de l'eau, avec des tisanes préparées. L'eau est chaude.
Et c'est qu'il touche avec ça, il touche avec des pailles coupées, il touche avec ça, tout touche. Et il y a quelque chose comme, comment dirais-je, et beurre de karité, et il passe beurre de karité là, et il prend le pain coupé là, pour emballer jusqu'à un niveau donné, et ils vont attacher ça. Après avoir attaché, et ils vont faire chose là, bander avec bande blanc là, ils attachent ça. Quand on exerce ce savoir-faire, on ne mange pas salé le matin avant de démarrer. Très tôt, il faut chauffer les tisanes. Le traitement se fait selon le type et la forme de la fracture. Nous avons nos méthodes et nos instruments. Certains restent chez eux et nous allons leur administrer les soins. Quelle que soit la fracture, nous traitons tant que c'est encore possible. Nous avons eu à traiter des cas graves. À l'arrivée d'un parmi eux, il n'y avait plus d'espoir, mais nous avons réussi. Le traitement peut être administré à toute personne, quelle que soit son appartenance religieuse. Il est en effet fait à base de décoction, de tisanes et pommades de fabrication traditionnelle. La force spirituelle de la guérison est octroyée par l'ancêtre totémique Torio de la famille. L'histoire raconte qu'ils ont hérité du savoir-faire de leurs aïeux. Ces derniers auraient été emmenés pour servir le roi. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas du gris-gris. C'est un héritage que nous perpétuons. Seuls les descendants de la famille Alingreno pratiquent ce savoir. Nos filles mariées peuvent le faire, mais leurs enfants non. Les tisanes sont faites à base d'ingrédients divers. Immobilisés pendant 3, 4 ou 6 mois selon la gravité du mal, les patients sont hébergés par leurs soignants. Ils sont parfois plusieurs dans une même case. Ces conditions d'hébergement posent un problème d'hygiène. À ceci s'ajoutent les difficultés financières soulevées par la majorité des patients. Parfois, l'immobilisation est nécessaire pour accélérer la guérison. Comme c'est un don, nous ne taxons pas les patients. Nous avons besoin non seulement de salles, mais aussi de cannes et de ceintures diverses. Le traitement des diverses fractures réussi à Tenji vient une fois encore mettre l'accent sur la disponibilité de solutions traditionnelles efficaces à des problèmes sérieux. Face aux difficultés qui entravent la valorisation de ce savoir-faire endogène, les praticiens en appellent à l'accompagnement de personnes de bonne volonté ou des organisations non gouvernementales. Dans le cas présent, ces guérisseurs souhaitent la construction de salles d'hospitalisation dont la gestion et l'entretien seraient définis et confiés à un comité composé des membres issus de chacune des parties. Ce sera tout pour cette session d'information. L'info en continu sur Canal 3 Bénin, canal3télévision.com. Très bonne suite de programme sur Canal 3 Bénin. Bonsoir chez vous.